Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la réalisation de quelques pages de mon carnet de culture Common Place Book. Voilà, j'ai toujours pas de nom pour ce carnet. C'est un carnet que je vous ai déjà présenté dans des vidéos précédentes dans lequel je consigne ce que je découvre en fait, ce que j'apprends à travers mes lectures, la lecture d'articles sur internet, à travers des podcasts que j'ai pu écouter. Voici quelques pages par exemple. Dans ma première vidéo où je vous présente la construction de ce carnet, j'ai eu pas mal de questions et notamment une question concernant la réalisation des pages, comment je m'y prends, est-ce que j'ai un brouillon par exemple. Et en fait, pas du tout. Je m'organise un petit peu à l'intuition finalement. Et donc, j'avais envie de réaliser quelques pages avec vous. Dans cette vidéo, j'en réalise trois doubles pages. Enfin, deux doubles pages, une page, et j'ajoute du vocabulaire à ma page de vocabulaire. Évidemment, depuis que j'ai filmé cette vidéo, j'ai déjà de nouvelles idées de pages. Ce sera pour une prochaine fois. J'espère que la vidéo vous plaira. Vous allez voir, il y a un petit saut dans le temps, notamment car à la base, je ne pensais pas imprimer tout de suite les photos, vous le montrer, etc. Mais je trouve que ça rend quand même bien mieux avec les photos. Saut dans le temps pour les imprimer et je vous montre tout le processus. Alors, pour mon carnet, il s'agit de celui-ci, qui est celui que je vous avais présenté dans la vidéo du Common Place Book. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses que j'aimerais ajouter dedans, quelques mots de vocabulaire, des citations du livre que je suis en train de lire ici, donc Lâchez-nous l'utérus, en finir avec la charge maternelle de Fiona Schmidt. Et puis, il y a quelques pages que j'aimerais ajouter, je pense notamment une page sur le peintre Auguste Renoir, puisque je suis en train de jouer à clair-obscur et que voilà, je me dis que ça serait chouette d'avoir une page à son sujet. D'autant plus que j'ai plein de liens à faire avec lui dans des choses que j'ai pu voir récemment. L'autre page que j'aimerais ajouter, c'est une page autour de la Revenge Dress, que je ne connaissais pas du tout avant de lire ma lecture en cours, ma lecture que je viens de finir, qui est Célèbre de Maud Ventura. Et voilà, j'ai pas mal de choses, on va voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Sur ma précédente vidéo au sujet de ce carnet, vous avez été quelques-uns, quelques-unes à me demander concrètement comment je fais une page. Est-ce que je prépare avant? Est-ce que je fais un brouillon ou quoi? Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer dans le concret comment ça se passe, comment je m'organise. Généralement, je note toutes les citations qui m'intéressent dans un livre sur mon téléphone. Comme ça, c'est plus facile pour m'y retrouver. Là, par exemple, j'ai pas mis de post-it. En plus, c'est pas mon livre, on me l'a prêté, donc je veux pas écrire dedans, bien sûr. Mais alors, je note toutes les citations via mon téléphone. Je ne peux pas vous montrer parce que mon téléphone sert pour filmer, mais en tout cas, donc moi j'ai un iPhone, mais je pense que ça doit fonctionner avec Android, avec une autre application. Ce qui fonctionne très bien, c'est en tout cas moi avec mon appareil photo de téléphone, je mets le téléphone au-dessus de la page, et puis l'appareil photo va reconnaître le texte, et je vais pouvoir simplement copier-coller le texte. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. On va commencer tout de suite avec la chaîne l'utérus. Vous pouvez voir les quelques pages que j'ai ajoutées depuis ma précédente vidéo. J'ai ajouté une page sur l'âge du capitaine. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Et je pense que ici, ce sera la page pour la Revenge Dress. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus qu'une page à mon avis. J'ai fait toute une page sur Terra Ignota. Ne lisez pas, vous risquez de vous spoil. Mais voilà, toute une page sur Terra Ignota. Et je crois que c'est tout. Oui, on va pouvoir commencer ici, tout simplement. Si je fais des ratures, c'est pas grave. J'essaye de vraiment lâcher prise. Là, typiquement, voilà, j'ai pas fait un T majuscule, mais écoutez, mon E n'est pas le même que ici. C'est aussi la manière dont j'écris. Et ensuite, je vais mettre simplement le nom de l'autrice et la date. Donc, c'est de Fiona. Je vais le mettre là. Schmidt. Et je vais vérifier la date à l'intérieur. Donc généralement dans les livres, vous trouvez la date soit au tout début, soit tout à la fin. Voilà, dépôt légal, novembre 2019. Ensuite, je vais mettre la petite pastille de couleur pour dire à quoi il correspond. Voilà, donc s'engager en amitié. Là, c'est une pastille jaune, donc ça va être une pastille jaune aussi. Peut-être que comme lui, je vais faire la couverture. Finalement, la couverture est assez simple à illustrer. Donc pourquoi pas. Je vais vraiment simplifier, je ne vais pas mettre tous les petits détails en bas. Pourquoi pas. Mais donc il faut que j'aille chercher les crayons de couleur que j'ai oubliés.
Je vais essayer de décaler parce que je me rends compte sur la caméra que vous voyez surtout cette partie-là. Voilà. Hop. Donc, une pastille jaune pour dire que c'est un livre. Je pense que ça, c'était le jaune que j'utilisais ou c'était peut-être lui. Bon, je sais plus trop. On va essayer avec lui. Ça fera très bien l'affaire. Bon, ça, les petits points sont très pratiques, je trouve. Bon, j'ai des rideaux extrêmement occultants en ce moment sur ma fenêtre. Donc malheureusement, si je ferme la fenêtre pour éviter le bruit, je me retrouve dans le noir. Puisque j'ai mis des couvertures sur la fenêtre pour éviter la chaleur. Mais donc, on est dans le noir. Donc je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte. J'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits de dehors. Bon, il n'y aura pas la place pour le point d'exclamation. Ensuite, ce que je fais tout de suite, c'est mettre les renvois de pages, comme ici. J'ai fait toute une page sur la question de la maternité. Donc je vais renvoyer à ça directement là-haut. Donc je fais ma petite flèche. Et puis j'écris maternité. Je l'avais mis en rouge, donc je mets, si j'arrive, du rouge à côté. Hop, voilà, pour mettre des réflexions sur le sujet. Et c'est en page 10. Page 10 et 11. Et puis ensuite, je vais noter notamment les citations, les réflexions tout au long de ma lecture. Alors, comme c'est une citation, ce que je fais, c'est que voilà, je la mets ici. Je trace un petit trait en vert kaki. Comme ça, j'arrive à identifier facilement. J'ai pas noté finalement énormément de citations de ce que je me rends compte. En fait, j'en suis au tout début, hein, page 88. Et j'avoue que je me suis un peu freinée à le lire parce que j'avais hâte de commencer cette page pour pouvoir noter tranquillement pendant ma lecture. Il y avait d'autres choses que je voulais noter qui m'avaient paru super importantes dans ce livre. Je vais essayer de retrouver la page. Sur 21 000 enfants qui naissaient à Paris, en fait, 20 000 étaient chez la nourrice et les mères ne s'en occupaient pas. Et donc je trouvais assez fou ça comme stat. Donc j'avais envie de le retranscrire. C'est un livre très intéressant. J'apprends pas mal de choses et ça me plaît beaucoup. Selon l'historienne Marie-France Morel, en 1780, on comptait à Paris 21 000 naissances et seulement 1000 bébés allaités par leur propre mère, tous les autres ayant été placés en nourrice. C'est une véritable hécatombe. 25 à 40% des nourrissons parisiens placés meurent, contre 18 à 20% de ceux allaités par leur mère. En cause, la difficulté du voyage précoce vers la campagne, le manque d'hygiène dans les maisons campagnardes misérables, le manque de lait quand la nourrice est enceinte ou s'occupe de plusieurs enfants. Je note aussi le nom de l'historienne, comme ça, si jamais je veux aller approfondir, je pourrais avoir la référence très facilement. Donc Marie-France Morel. Voilà, a priori je ne vais pas faire beaucoup plus sur cette page, je suis vraiment encore au tout début du texte. Il y a plein de choses qui me reviennent encore et je sais que je vais noter d'autres choses. Donc voilà, globalement, la construction de la page se fait ainsi et les références là. Finalement, je n'étais pas super convaincue de la couverture que j'avais tenté d'illustrer. Donc pour Lâchez-nous l'utérus, j'ai imprimé la couverture et je l'ai tout simplement collée à l'endroit où j'avais fait l'illustration. On va passer maintenant au vocabulaire. Je vais rajouter quelques mots. Je vous les partage en même temps. Alors, le premier mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est le mot rostre, des rostres. Ah, c'est pas le même vers, c'est pas très grave. Ah oui, en fait, singulier ou pluriel, ça n'a pas le même sens, c'est drôle. Alors ça, c'est marrant. Donc, rostre au pluriel, je vais noter que la définition pour l'instant au pluriel. Je l'ai appris dans Terra Ignota, puisque les personnages se tenaient sur des rostres. Donc, dans la Rome antique, ce sont des tribunes, des estrades, tribunes pour les orateurs au forum romain. Et je mets maintenant où je l'ai appris
Donc là, je vais mettre Terra Ignota, tome 2. Nota, tome 2. Je vois très bien de quelle scène il s'agit. L'autre mot que j'ai entendu à la radio, que j'entends souvent, mais vous savez, c'est le genre de mot où je suis jamais sûre du terme exactement, c'est le terme paupérisation. Et donc, c'est appauvrissement continuel et progressif, affectant principalement les classes pauvres. Donc, c'est appauvrir les pauvres, le phénomène d'appauvrir les pauvres. Voilà, abaissement effectif de la part absolue du revenu national, écart entre le salaire réel susceptible de s'accroître selon les périodes. Donc voilà, augmentation des inégalités. Donc appauvrissement général d'une population. Référence à cette notion chez Karl Marx, problème emprunté à l'anglais pauperisation. Ok, je ne vais pas ajouter plus de détails, et là pareil, je vais dire comme quoi je l'ai découvert à la radio. Et alors le dernier mot que je voulais mettre, c'est hédonisme. Ça c'est pareil, c'est le genre de mot que j'entends souvent, pour lequel je vais souvent chercher une définition, mais en fait je sais jamais ce que c'est. Alors ça par contre je me souviens plus, je pense que c'était aussi dans Terra Ignota, mais je vous avoue que j'ai un doute, donc je vais peut-être pas l'indiquer, je suis plus très sûre. Et donc c'est une doctrine philosophique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, comme but de l'existence, et qui fait de sa recherche le mobile principal de l'activité humaine, tendance à rechercher le maximum de satisfaction. Voilà ce que ça donne pour ces quelques mots. Ensuite, la troisième chose que je voulais ajouter aujourd'hui dans le carnet, c'est la notion de revenge dress, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans le livre célèbre de Maud Ventura. Je vais vous lire le passage où elle en parle. À ce moment-là, le personnage principal, Cléo Louvan, cherche une robe. Je ne vous dis pas la raison, je ne voudrais pas vous spoil. Ma robe fait date, mais elle s'inscrit dans une tradition plus ancienne, la longue lignée des robes de la revanche. Tout le monde se souvient de la revenge dress de Diana après sa rupture avec le prince Charles en 94. Il vient de confesser à demi-mot son adultère avec Camilla, devant toute l'Angleterre. Diana n'est pas encore divorcée, mais elle est libre, et la princesse garde la tête haute dans les tourments. C'est exactement l'histoire que raconte sa petite robe noire au décolleté plongeant. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je me suis rendu compte, en allant voir de quelle robe il s'agissait, déjà qu'en effet c'était un phénomène hyper courant, et qu'en plus on pouvait retrouver l'équivalent pour chaque star. Donc je suis tombée sur la revenge dress de Jennifer Aniston par exemple, et donc c'est vraiment devenu même un phénomène au niveau de la mode, ou en tout cas des robes que les célébrités peuvent porter. Alors d'un côté je m'en fiche un peu de ce qu'elles peuvent porter, et en même temps je trouve ça très drôle comme concept, et je trouve qu'en termes de mode c'est intéressant. Donc voilà, j'avais envie de faire une page ici où je pourrais la mettre, pourquoi pas avec la photo de Diana qui inaugure, on va dire, ce concept, parce que je trouve que c'était, en tout cas moi je trouvais ça intéressant. Alors, comme d'habitude, je vais noter ici Revenge Dress. Comme pour l'âge du capitaine, c'est quelque chose de culture générale, donc je vais plutôt le mettre dans la catégorie verte. Pour moi, ça correspond à la catégorie apprendre de mes clés au tout début. Voilà, juste là. Ça n'a pas besoin que ce soit hyper long. Disons simplement que j'ai envie de pouvoir retrouver la date facilement et le cliché, par exemple. Alors, en haut, le titre. Je vais marquer en dessous robe de la revanche. Je vais ensuite colorer en vert. Je vais noter la citation. Je ne vous note pas, j'ai besoin d'avoir le livre sous les yeux, mais je ne veux pas vous spoiler le livre, donc je vais faire ça hors caméra. Et ensuite, comme pour le reste, je mets d'où ça vient. Donc c'est Maud Ventura dans Célèbre, page 508. Hop, une petite citation en vert. Et en même temps, ça me fait une référence que je marque comme ça. Et c'est un livre, donc je le note en jaune. À cet endroit-là, je prévois de la place pour mettre la photo, donc je vais peut-être ajouter des informations ici.
Là, je vais simplement aller consulter la page Wikipédia et voir si je trouve des infos qui pourraient m'intéresser. Ah oui, et je vous montre la photo en même temps. Donc voilà, la photo, c'est celle-ci, si vous êtes curieuse de voir. Je vais le noter en violet. Je suis curieuse de me rappeler quand même peut-être du designer de la robe. Et je dis mais c'est de là, puisqu'il s'agit de Christina Stambolian. Stambolian, je ne sais pas du tout. Une robe en soie. Donc c'est une robe qui a été portée le 29 juin 1994 à l'occasion d'un gala de charité fait par Vanity Fair pour la Serpentine Gallery dans les jardins de Kensington. Et voilà, une page toute simple sur laquelle j'ajouterai juste la photo ici. Puis ce sera suffisant, je pense, pour cette page. Alors je termine cette vidéo en vous montrant la page que je viens de faire. Je ne l'ai pas filmée parce que j'avais plus beaucoup de batterie et j'avais envie de prendre le temps d'aller sur internet voir des infos, etc. Mais je trouve quand même intéressant de vous la montrer. Donc j'ai fait une page qui n'est pas terminée sur Auguste Renoir, voilà comme ceci. J'ai mis d'où j'en avais entendu parler pour pouvoir retrouver les références. Mais donc c'est un personnage de Clair Obscur. Donc j'ai noté comme quoi il était présent. Et il est aussi cité et présent dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps pour la première fois. Et donc je trouvais assez drôle de le voir. Et j'ai eu un bon lien qui va être parfait pour ma cartographie, puisque Auguste Renoir est dans Clair Obscur. Il est dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et puis en cherchant un peu des infos sur internet, j'ai vu comme quoi ce film avait inspiré un épisode des Simpsons. Donc bref, que j'ai vu ensuite. Donc il y a eu un enchaînement comme ça assez drôle. Je voulais vous montrer cette page parce que justement une petite erreur que j'ai faite mais qui va être très facilement rattrapable, je voulais mettre le déjeuner des canotiers qui est un tableau du peintre qui est dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je voulais le mettre ici et puis je trouvais que c'était un peu petit, que c'était dommage, donc finalement je vais le mettre là. Donc ça c'est du crayon papier, ça va se barrer facilement, se gommer facilement. Ici je mettrai plutôt un portrait à mon avis. Ici je mettrai le tableau une fois que je l'aurai imprimé. Et ici j'avais bien envie de mettre d'autres tableaux du peintre. J'ai mis sa date de naissance, date de mort, le fait qu'il faisait partie du groupe impressionniste. J'ai mis impressionniste en vert. Je suis bien tentée de faire une page sur l'impressionnisme pour être plus complète, puisque là c'était quand même assez court finalement, 2 pages, et peut-être que si je fais la suite sur l'impressionnisme, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que ça peut être sympathique. C'est assez court, j'aurais pu détailler plus, mais honnêtement, juste recopier la page Wikipédia, je trouve ça pas super intéressant et super fun. Et donc je me dis à l'occasion, peut-être emprunter un livre à la bibliothèque sur cet artiste. Ça pourrait être plus intéressant et comme ça je pourrais noter moi ce qui m'intéresse. Et voilà, ça me semble pas mal. J'espère que voir tout ça, ça vous aura intéressé, peut-être donné des idées. Je suis vraiment très contente du rendu des pages, ça me donne envie de compléter. J'aime beaucoup celle de Auguste Renoir, finalement elle est assez succincte, mais elle me donne envie de creuser et me donne déjà une idée de comment identifier les peintures de ce peintre. Et surtout ça me donne envie d'aller lire des livres à son sujet.
Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!